Lors du dîner de Thanksgiving chez mes parents, ma sœur a qualifié mes recherches sur le cancer de jouer avec des éprouvettes devant toute la famille. Puis mon téléphone a sonné, c'était Harvard, et la voix du doyen a rempli la pièce avec une nouvelle qui a arrêté sa fourchette à mi-chemin de sa bouche. Arrête de faire semblant d'être une scientifique, Sarah. Amanda l'a dit. Assez fort pour que toute la table entende. Sa bague de fiançailles a capté la lumière alors qu'elle pointait sa fourchette vers moi. Nous savons tous que la recherche fondamentale, c'est là que vont les gens quand ils ne peuvent pas gérer la vraie médecine. La pièce est devenue silencieuse. Quelques rires. Gêné. J'avais 7 ans quand Amanda est entrée à Princeton. Je luttais encore pour lire à voix haute, et plan des mots avec un an de retard sur tout le monde. Dans ma classe, tandis qu'un tuteur que mes parents avaient embauché spécifiquement pour la préparation au SAT d'Amanda restait inutilisé dans notre salon. Car personne n'avait pensé à demander si j'en avais besoin aussi. Amanda est la brillante, disait papa aux proches. J'étais juste persistante, pratique, un code pour pas assez intelligente. J'ai mis 5 ans à obtenir mon propre diplôme, travaillant 3 emplois tout en menant secrètement des expériences après les heures dans un laboratoire que mon professeur me laissait utiliser. Personne ne le savait. J'aimais ça comme ça. Maintenant, j'avais un doctorat de Harvard, mon propre laboratoire, un composé qui tuait les cellules cancéreuses avec 97% de précision et laissait les cellules saines intactes. Aucun d'eux ne le savait non plus. Sarah a trouvé son niveau, continua Amanda, s'échauffant. Elle est douée pour suivre les protocoles, très soucieuse du détail. Elle le disait comme si elle faisait l'éloge d'un chien bien dressé. Certaines personnes dirigent, ajouta Marc, sirotant son vin. Certaines personnes sont du personnel de soutien. Exactement, dit Amanda. Sarah est du genre personnel de soutien. Maman a acquiescé. Tu as tellement essayé de te tenir au courant d'Amanda. Tu es juste naturellement brillante. J'ai souri et je n'ai rien dit. Mon téléphone vibrait dans ma poche. Depuis 10 minutes. Toujours en train de jouer avec des éprouvettes. Oncle. Tom a ricané. Quand vas-tu faire quelque chose de réel avec ce diplôme? Fantaisiste? Mon téléphone a sonné à voix haute. La sonnerie personnalisée. Bureau du doyen de Harvard. Tout le monde s'est tourné vers moi. Désolé, ai-je dit en me levant. Je devrais prendre ça. Je me souviens des pieds de la chaise raclant le parquet. Le silence particulier. D'une table qui avait arrêté de mâcher pour me regarder. Le même silence que j'avais ressenti lors d'une douzaine d'autres dîners. Juste avant que quelqu'un ne ramène le sujet à Amanda. Pendant le dessert, Amanda a levé les yeux au ciel. Ton petit labo ne peut pas attendre? J'ai répondu. Dr Williams à l'appareil. La voix du doyen Richardson a retenti dans le haut-parleur, assez fort pour que la moitié de la table puisse l'entendre. Sarah, nous avons essayé de vous joindre tout l'après-midi. Votre brevet a été approuvé. L'enchère est à 4,1 milliards de dollars. Pfizer vient d'entrer. La FDA qualifie votre traitement de la percée la plus significative en oncologie depuis la chimiothérapie. Nous avons besoin de vous. De retour à Cambridge. 60 minutes veut vous voir demain. Le comité Nobel a appelé 3 fois. La pièce était devenue complètement silencieuse. Je serai là dimanche soir, ai-je dit, et j'ai raccroché. Mon téléphone a sonné à nouveau immédiatement, un numéro avec un indicatif de pays suédois. Dr Williams, dit une voix, ici le professeur Anderson, du Comité Nobel de Physiologie ou Médecine. Nous aimerions discuter de votre percée. Lundi matin. Lundi me convient, ai-je dit. Merci, professeur. J'ai raccroché et j'ai regardé ma famille. Ils étaient figés, les fourchettes à mi-chemin de leur bouche, me regardant. Comme si j'avais développé une deuxième tête.
Était-ce, maman a chuchoté. Le comité Nobel? 4,1 milliards de dollars? La voix de papa s'est brisée. Sur le chiffre. Amanda s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Quel brevet? Quelle percée? J'ai sorti mon téléphone, ouvert mon email et transféré l'approbation de la FDA au groupe de discussion familiale. 8 ans. De recherche, ai-je dit. Un composé qui cible les cellules cancéreuses avec 97% de spécificité. Les essais de phase 1 et 2 sont terminés. La FDA a accéléré la phase 3. Mais tu es juste, la voix d'Amanda s'est éteinte. Tu fais de la recherche fondamentale. Tu n'es pas un vrai médecin. J'ai un doctorat de Harvard. Je dirige mon propre laboratoire. Et depuis 3 heures, je suis la développeuse de ce que la FDA appelle la plus grande percée contre le cancer en 50 ans. Marc avait l'air de vouloir vomir. Pourquoi ne nous as-tu pas dit? Maman a demandé, s'asseyant lourdement. J'ai essayé, pendant des années. Vous n'étiez pas intéressé. Vous m'avez dit de trouver mon niveau. Tu nous as laissé croire que tu échouais, Amanda a chuchoté, les mains tremblantes. Je ne vous ai rien laissé croire, ai-je dit. Vous avez supposé. Vous étiez trop occupé à être la brillante pour demander. Mon téléphone a vibré. New York Times. Puis la BBC. J'ai attrapé mon manteau dans le couloir. Je dois aller préparer ma conférence de presse, ai-je dit. Apparemment, le président me veut à la Maison Blanche. Derrière moi, la pièce a explosé de bruit. Amanda pleurait. Papa cherchait mon nom sur Google avec des mains tremblantes. Je n'ai pas regardé en arrière. Sarah, attends. Maman m'a appelé. Nous ne savions pas. Nous ne comprenions pas. Je me suis arrêté à la porte et je l'ai regardé une dernière fois. Vous ne vouliez pas comprendre, ai-je dit. Il y a une différence. Je suis sorti dans le froid et je n'ai pas ralenti. Je dois cependant remonter 8 ans en arrière à partir de cette porte, car rien de ce qui s'est passé dans cette salle à manger n'était soudain. Cela a juste semblé soudain pour des gens qui avaient cessé de me regarder bien avant cette nuit-là. Je menais discrètement des essais sur des cellules cancéreuses après minuit. Depuis presque 3 ans avant que quiconque en dehors de ce laboratoire ne connaisse mon nom. La docteure Elena Whitford, professeure de biologie cellulaire à Harvard avec 22 ans de recherche en oncologie derrière elle, m'a trouvé une nuit pendant ma 2e année de doctorat, stérilisant des pointes de pipette. À 1 heure du matin. Parce que le budget officiel d'équipement du département ne s'étendait pas à une étudiante de 2e année menant des expériences secondaires que personne n'avait approuvé, elle ne m'a pas renvoyé. Elle m'a demandé sur quoi je travaillais, a écouté pendant 11 minutes sans m'interrompre, puis m'a tranquillement donné une clé d'une paillasse dans le coin arrière de son laboratoire qui, officiellement, n'existait sur aucune feuille de calcul du département. La plupart des gens de votre âge veulent leur nom sur le papier. De quelqu'un d'autre, m'a-t-elle dit. Vous voulez être laissé seul assez longtemps pour avoir raison sur quelque chose. C'est plus rare qu'on ne le pense, et ça ressemble généralement à rien. Pendant très longtemps avant de ressembler à tout. J'avais besoin d'entendre ça, car à ce moment-là, j'avais déjà passé 2 décennies à me faire dire le contraire par des gens dont les opinions, je n'avais jamais vraiment réussi à cesser de m'en soucier. J'étais l'enfant qui lisait les phrases 2 fois et se trompait toujours dans l'ordre des mots à voix haute, celle dont l'enseignante de 2e année a discrètement suggéré qu'elle aurait besoin d'un soutien supplémentaire. Une suggestion que mes parents ont acceptée pour le budget de tutorat d'Amanda et qu'ils ne m'ont étrangement jamais étendue. J'ai été diagnostiqué avec un trouble du traitement de la lecture à 9 ans. Ce qui n'a rien expliqué à personne dans ma famille, car Amanda avait déjà été déclarée la brillante lors d'une cérémonie dont aucun de nous ne se souvenait avoir voté. Et le rôle de l'autre avait été pourvu avant que je ne sois assez vieille pour postuler à un autre rôle.
J'ai travaillé 3 emplois pendant mes années de premier cycle, dans un café du campus à 6 heures du matin, un poste d'assistante de recherche qui payait presque rien. Et des quarts de week-end. Dans une pharmacie ouverte 24 heures sur 24 qui m'a appris plus sur la façon dont les patients vivent réellement l'écart entre le diagnostic et le traitement que n'importe lequel de mes cours. Le travail en pharmacie en particulier est celui que je crédite maintenant pour tout ce qui a suivi. Debout derrière ce comptoir, regardant un homme d'une cinquantaine d'années essayer de comprendre lequel de ces 3 médicaments il pouvait se permettre de sauter ce mois-là, je me souviens avoir pensé. Avec la clarté spécifique que l'on n'obtient qu'à 2 heures du matin après 4 heures de sommeil, que je ne voulais pas passer ma carrière à étudier le cancer de manière abstraite. Je voulais étudier la version de celui-ci qui laissait les gens choisir entre l'épicerie et les quote-parts de chimiothérapie. Il m'a fallu 5 ans au lieu de 4 pour obtenir mon diplôme, un fait qu'Amanda a mentionné à presque toutes les réunions de famille entre-temps, généralement formulées comme une blague avec juste assez d'acuité pour que tout le monde à table sache que ce n'en était pas vraiment une. Et la première boucle est arrivée 2 ans après le début de mon doctorat. L'année où j'ai isolé la première version prometteuse de ce qui allait devenir le composé ON401, une petite molécule qui, lors des premiers tests en culture cellulaire, tuait les cellules malignes tout en laissant le tissu sain environnant complètement intact, un ratio de sélectivité que la Dr Whitford m'a dit avoir vu peut-être 2 fois dans toute sa carrière. Je suis rentré à la maison ce Thanksgiving en vibrant littéralement de cela. Certaine que cette année serait celle où quelqu'un à cette table me poserait enfin une vraie question sur mon travail au lieu d'une question polie conçue pour clore rapidement la conversation. J'avais même répété comment j'expliquerais les ratios de sélectivité en langage clair, comme on répète quelque chose que l'on craint d'être interrompu avant de le terminer. Au lieu de cela, Amanda a annoncé qu'elle avait été acceptée dans une bourse de cardiologie de premier plan, et le reste de la soirée lui a entièrement appartenu. Toast, question sur les systèmes hospitaliers, ma mère planifiant déjà quel proche appeler en premier. Je me suis dit que c'était bon, que ça nouvelle était arrivée la première, c'est tout. Les choses tournent autour d'une table éventuellement. Je suis rentré à Cambridge cette nuit-là avec l'explication toujours inutilisée dans ma poitrine, et j'ai fait un autre dosage. À minuit au lieu de dormir, me disant que les données ne se souciaient pas de savoir si quelqu'un au dîner en avait parlé. La deuxième boucle est arrivée 18 mois plus tard, la semaine où notre premier article évalué par des pairs a été accepté dans une revue d'oncologie respectée. 11 mois de révision, 3 séries de commentaires de relecteurs, un niveau de minutie que je comprends maintenant comme étant une forme de compliment, puisque les revues ne prennent pas la peine de décortiquer des travaux qu'elles ne pensent pas importants. J'en ai parlé à Noël, avec précaution, comme on mentionne quelque chose qu'on craint de voir ignoré, le glissant dans une pause de la conversation sur l'emploi du temps d'Amanda à l'hôpital. C'est bien, chérie, a dit maman, se tournant déjà pour demander à Amanda des lieux de mariage, même si Amanda n'était pas encore fiancée à ce moment-là. Elle avait simplement commencé à explorer les options, une expression qui, apparemment, primait sur un article publié dans la hiérarchie des nouvelles intéressantes de notre famille, une hiérarchie que personne n'avait jamais écrite, mais que tout le monde à cette table semblait connaître par cœur. Sauf moi. Je me suis dit que peu importait qu'ils comprennent la différence entre un rapport de cas et un article de mécanisme évalué par des pairs. Les relecteurs l'avaient compris. Cela était censé suffire, et la plupart des nuits, presque, ça l'était. La troisième boucle fut la crise de financement. Il y a 11 mois, la subvention qui soutenait 2 post-doctorants et la majeure partie de mon budget de réactif a été soumise à renouvellement, et la section d'études, le panel de scientifiques qui évalue les demandes de subvention fédérale, est revenu avec un score de priorité qui nous a placés dangereusement près de la ligne de financement, le genre de chiffre qui met fin à des laboratoires discrètement
chaque année sans que personne en dehors du monde universitaire n'en entende parler. J'ai passé 6 semaines à réécrire la demande la nuit après des journées complètes à la paillasse, soutenues principalement par le café de station-service. Et une obstination que je n'avais apparemment héritée de personne que ma famille ne voulait créditer. J'ai appelé ma mère une fois pendant cette période. Principalement par épuisement, n'espérant rien de plus que quelques minutes de conversation ordinaire qui n'impliquait pas de lignée cellulaire ou de valeur P. Elle a passé l'appel à décrire un traiteur qu'Amanda avait interviewé. Je ne lui ai rien dit de tout cela. Ni le score, ni la réécriture, ni les deux post-doctorants dont les emplois dépendaient de 6 semaines de phrases que je construisais seul à 23 heures. En partie parce que je ne pensais pas qu'elle comprendrait ce qu'était même une section d'études. Et en partie, si je suis honnête, parce qu'une petite partie épuisée de moi avait cessé de s'attendre à ce qu'elle essaie. La 4e boucle fut le matin où le ON 401 franchit son étape toxicologique critique. Le point de données qui signifiait qu'un composé aussi sélectif dans des boîtes de pétri tenait réellement dans un système vivant. L'endroit le plus dangereux pour qu'un médicament anticancéreux prometteur échoue. Le point auquel la plupart des composés candidats meurent discrètement avant que quiconque en dehors d'un laboratoire n'entende jamais leur nom. La docteure Whitford m'a serré dans ses bras dans le couloir, ce qu'elle n'avait jamais fait en 6 ans de collaboration, et m'a dit d'appeler ma famille. Je les ai appelés, le même après-midi, toujours en blouse de laboratoire, les mains pas tout à fait stables à cause de l'adrénaline. Ma mère m'a mise sur haut-parleur pendant 90 secondes avant qu'Amanda n'entre avec les échantillons de gâteau pour sa dégustation, et l'appel s'est terminé. Sans que personne ne me pose une seule question de suivi. Je suis resté dans ma voiture devant le laboratoire pendant 20 minutes après, ne pleurant pas. Exactement, juste faisant le genre de respiration creuse spécifique que l'on fait quand on a enfin cessé d'être surpris par quelque chose qui devrait encore nous surprendre. La 5e boucle fut le dépôt du brevet lui-même, il y a 4 mois, le moment où un avocat du bureau de transfert de technologie universitaire m'a dit, dans une salle de conférence avec des fenêtres donnant sur le quat, que ce que nous avions construit n'était plus seulement publiable. C'était protégeable, commercialisable, le genre de propriété intellectuelle autour de laquelle les sociétés pharmaceutiques construisent des stratégies d'acquisition. Je suis allé chez mes parents ce week-end-là, ayant l'intention sincère de tout leur raconter. Les 8 années entières compressées en une vraie conversation. Le discours que j'avais apparemment répété à un certain niveau depuis ce premier Thanksgiving avec le ratio de sélectivité dont personne n'avait parlé. Amanda a annoncé ses fiançailles avec Marc avant même que j'ai enlevé mon manteau, et le salon s'est transformé en photo de bague et en discussion sur les lieux avant que je n'ai dit plus que « j'ai aussi des nouvelles ». J'ai gardé les mots dans ma bouche le reste de la nuit et je suis rentré avec eux. Toujours là, intact, de la même manière que j'étais rentré avec tout le reste. Je me suis tourné vers les gens dont le travail était de réellement comprendre ce que j'avais construit, car à ce moment-là, j'avais cessé d'attendre cette compréhension de quiconque était lié à moi par le sang. Daniel Pierce, un avocat spécialisé dans la propriété intellectuelle en biotechnologie depuis 14 ans, a mené le dépôt, et 4 mois plus tard, la vente aux enchères de licences qui a suivi. J'ai vu des composés avec de bonnes données rester sans licence pendant des années parce que personne n'a bien présenté l'histoire, m'a-t-il dit le jour du dépôt. Vous avez les deux. La science et un profil de sélectivité qui va faire croire aux oncologues qui ont passé 30 ans à être brûlés par les effets secondaires, un chiffre de 97%. Pour une fois. Cette combinaison est plus rare que la molécule elle-même. Il a structuré le processus de licence comme une enchère scellée entre 4 grandes sociétés pharmaceutiques plutôt qu'un accord négocié unique, une décision qui s'est avérée ajouter près d'1 milliard de dollars au chiffre final une fois les enchères réellement ouvertes. Et cela signifiait, en pratique, 4 équipes juridiques distinctes menant une due diligence parallèle sur chaque dossier que nous avions, simultanément, sous contrainte de temps. Petite pause.
Si vous voulez plus d'histoires comme celle-ci en meilleure qualité, mon Spotify est lié dans la description. Le Dr R. Raj Patel, directeur associé du Bureau des maladies oncologiques de la FDA, a appelé directement le bureau du Dr Whitford après avoir examiné notre dossier de données de phase 2. Ce n'est pas le genre d'appel qui arrive pour les soumissions ordinaires. En 22 ans d'examen des demandes en oncologie, nous a-t-il dit lors de cet appel, j'ai vu peut-être 4 composés avec une fenêtre thérapeutique aussi large. Nous accordons une désignation de thérapie révolutionnaire et nous accélérons l'examen de votre protocole de phase 3. Je vous encourage à être prêt à agir rapidement. Il a fait un suivi 2 jours plus tard avec une lettre officielle que Daniel avait encadrée. Accroché dans le bureau principal du laboratoire, le genre de document que la plupart des chercheurs universitaires passent des carrières entières à espérer voir une fois. Le doyen Richardson, qui avait discrètement suivi notre financement et nos publications pendant 2 ans à ce moment-là, a commencé à recevoir des demandes d'équipe de licence la même semaine. C'est ainsi qu'un doyen de Harvard se retrouve avec un numéro de portable personnel pour les notes de composé d'un post-doctorant de 3e année. Elle m'a convoqué dans son bureau ce mois-là pour une conversation à laquelle je pense encore. Pas des félicitations, pas encore, mais un aperçu prudent, presque clinique, de ce qui allait arriver à ma vie. Une fois que cela deviendra public, a-t-elle dit. Les gens voudront une histoire simple, un prodige, une découverte soudaine, un récit clair. Votre vraie histoire, ce sont 8 années de persévérance peu glamour, mostly non financé, et je veux que vous décidiez maintenant quelle version vous allez insister pour raconter, car personne d'autre n'insistera pour vous. La documentation, au moment où l'enchère s'est ouverte, remplissait 4 classeurs que le bureau de Daniel conservait sous accès contrôlé. Rapport de toxicologie, l'ensemble des données des essais de phase 1 et phase 2, études de faisabilité de fabrication, chaque lignée cellulaire et résultats de modèles animal recoupé et horodaté comme l'exigent les soumissions réglementaires. Parce que la FDA n'accepte pas un compte rendu verbal d'une percée, aussi réelle soit-elle, tout le monde ne l'a pas cru immédiatement non plus. Un membre du propre comité de transfert de technologie de l'université, un homme dont je ne me donnerai pas la peine de me souvenir du nom, a passé une réunion entière à se demander si un résultat aussi clair pouvait indiquer une erreur méthodologique plutôt qu'une véritable découverte. Jusqu'à ce que la Dr Whitford lui explique. 6 ans de données répliquées, 3 laboratoires indépendants, et un niveau de signification statistique qui ne lui laissait plus rien à remettre en question que sa propre première impression. J'ai assisté à cette réunion en ne disant presque rien, de la même manière que j'avais assisté à 20 ans de dîner de famille en ne disant presque rien, sauf que cette fois le silence s'est terminé. Avec quelqu'un dans la pièce qui avait finalement tort à mon sujet. D'une manière qui a été formellement corrigée au dossier. La crise est survenue 3 semaines avant ce dîner de Thanksgiving, et elle n'avait rien à voir avec ma famille, ce qui, d'une certaine manière, l'a rendu pire. L'équipe juridique de Pfizer a signalé un chevauchement potentiel avec un brevet existant détenu par une plus petite entreprise de biotechnologie, une allégation qui aurait pu bloquer l'ensemble du processus de licence pendant des mois pendant que les offices de brevets réglaient la priorité. Des mois que nous n'avions pas, car notre financement par subvention existant expirait dans 90 jours, et une licence je l'ai signifié aucun financement de transition pour maintenir les 2 post-doctorants restants du laboratoire en emploi pendant l'intervalle. Daniel m'a appelé à 23 h un mardi avec la nouvelle, sa voix adoptant le ton prudent et mesuré que les avocats prennent lorsqu'ils sont sur le point de vous annoncer que quelque chose est vraiment mauvais. J'ai 72 heures pour obtenir une renonciation formelle du conseil de l'autre entreprise, sinon nous perdrons complètement notre fenêtre de priorité dans ce cycle d'enchères, a-t-il dit. Si cela se produit, les parties intéressées se retireront et il n'y a aucune garantie qu'elles reviennent au prochain cycle. Avec les mêmes chiffres, voire pas du tout. Je n'ai pas dormi ces 3 nuits.
J'étais assise à ma table de cuisine, imaginant des scénarios comme je l'aurais fait pour des analyses cellulaires. Le meilleur des cas, le pire des cas. La version où 8 ans de travail franchissaient la ligne d'arrivée ou mouraient discrètement dans un litige de brevet dont personne en dehors de 3 cabinets d'avocats n'entendrait jamais parler. Mes mains n'arrêtaient pas de trembler. Autour de la tasse de café la deuxième nuit, si mal que j'ai renoncé à essayer de lire les emails de Daniel sur mon téléphone et je suis passé à mon ordinateur portable juste pour arrêter de voir l'écran flou. J'ai appelé la docteure Whitford à 2 heures du matin le 3e jour, chose que je n'avais jamais faite en 6 ans, et elle est restée au téléphone avec moi pendant 40 minutes. Ne disant presque rien, juste étant éveillée à l'autre bout de la ligne, pour que je ne fasse pas les calculs seul. À un moment donné, je lui ai demandé, moitié en plaisantant, moitié sérieusement, ce que j'étais censé dire à mes post-doctorants si tout s'écroulait. Tu leur dis la vérité, a-t-elle dit, que le travail était réel même si le financement ne l'était pas, et qu'un vrai travail finit par retrouver un financement, même quand ça ne semble pas le cas à 2 heures du matin. Daniel a obtenu la renonciation 11 heures avant la date limite. Un fax, de toute chose, une vraie machine à fax, le genre de détail qui nous a fait rire aux éclats, lui et moi, de pur soulagement épuisé une fois que nous avons confirmé que c'était réel. L'enchère a rouvert ce vendredi-là. Le mardi suivant. L'enchère avait dépassé les 2 milliards de dollars, 4 entreprises en compétition en temps réel via le bureau de Daniel, chaque tour poussant le chiffre plus haut que le précédent. J'étais au laboratoire quand le chiffre a dépassé les 3 milliards de dollars. Debout à la même paillasse où je stérilisais mes propres pointes de pipette à 1 heure du matin, regardant un chiffre sur l'écran de mon téléphone qui ne semblait encore lié à rien de réel. J'achetais une pâte à tarte surgelée dans une épicerie, car j'avais promis à ma mère d'apporter le dessert pour Thanksgiving. Et je n'avais pas eu une seule heure libre pour en faire un à partir de 0. Quand il a dépassé les 4. J'ai failli ne pas aller à ce dîner du tout. Une partie de moi voulait rester à Cambridge et regarder le chiffre grimper en temps réel sur le portail sécurisé de Daniel, au lieu de conduire 3 heures pour subir une autre soirée à me faire dire de trouver mon niveau. J'y suis allé quand même, principalement parce qu'une vieille partie têtue de moi voulait encore, une dernière fois, voir s'ils poseraient une seule vraie question avant que je ne leur dise quoi que ce soit. Ils ne l'ont pas fait. Vous connaissez déjà le reste de cette partie. Les 48 heures après que je sois sorti de cette maison se sont écoulées plus vite que les 8 années précédentes. Les enchères se sont closes à 4,1 milliards de dollars, le plus grand accord de licence pour un seul composé oncologique depuis plus d'une décennie. Pfizer remportant finalement les droits mondiaux et le laboratoire du Dr Whitford conservant une structure de redevance que Daniel a structurée spécifiquement pour financer la recherche indépendante pour les 20 prochaines années. Indépendamment de ce que l'entreprise ferait commercialement avec le médicament. La FDA a accordé une approbation accélérée pour le début de la phase 3 le lundi suivant. Le même matin, j'étais assise en face du professeur Anderson et de 2 autres membres du comité Nobel lors d'un appel en conférence qui a duré 90 minutes et s'est terminé par une phrase que je ne suis toujours pas sûr de m'être pleinement permise de croire que le comité suivrait très attentivement les données de phase 3 en vue de la considération de l'année prochaine, ce qui est aussi proche d'une promesse que ce comité est autorisé à faire à quiconque, et que le docteur Whitford m'a informé, avec une sorte de révérence dans sa voix, n'arrive essentiellement jamais aussitôt. 60 minutes à diffuser le segment 9 semaines plus tard. 12 minutes. La majeure partie filmée dans le coin même du laboratoire du docteur Whitford où je stérilisais mes propres pointes de pipette à 1 heure du matin, la même paillasse qui, pendant 3 ans, n'existait officiellement sur aucune feuille de calcul du département. Le correspondant m'a demandé à la caméra pourquoi j'avais gardé le travail si silencieux si longtemps. Je ne pensais pas que quiconque allait me croire avant que les données ne parlent d'elles-mêmes, ai-je dit, ce qui était vrai.
Et que je n'ai pleinement compris qu'en m'entendant le dire à plusieurs millions d'étrangers au lieu des 4 personnes à qui j'avais réellement parlé pendant 8 ans. Ma famille l'a regardé ensemble, m'a dit maman plus tard, tous dans le même salon où je me faisais interrompre à chaque fête. Regardant une version de moi. Expliquer une découverte qu'ils ne comprenaient toujours pas pleinement à une audience télévisée nationale au lieu d'à eux. Amanda a appelé le lendemain matin. J'ai laissé le premier appel sur le répondeur, assise par terre dans mon bureau. Le dos contre la paillasse, pas encore prête à entendre ce qui m'attendait à l'autre bout de la ligne. Quand j'ai enfin rappelé 3 jours plus tard, elle n'a pas commencé par des félicitations. Je disais aux gens depuis des années que tu étais la pratique, a-t-elle dit, la voix plate d'une manière que je ne lui avais jamais entendue. Je pense que je le voulais comme un compliment. Quelque part sous tout le reste. Je ne crois pas t'avoir demandé une seule fois ce que de pratique signifiait. Réellement que tu passais tes nuits à faire. Je ne lui ai pas dit que c'était bon. Ce n'était pas le cas, entièrement, et j'avais cessé d'être disposé à pardonner selon un calendrier qui mettait les autres à l'aise. Mais je lui ai dit que j'appréciais qu'elle le dise, ce qui était vrai, et ce qui semblait suffisant pour un appel téléphonique du mardi après-midi, 8 ans après. Le règlement de compte de mes parents fut plus calme et plus lent, comme je pense que les vrais le sont généralement une fois que les caméras ne sont plus là pour la performance. Papa m'a envoyé un seul message 2 semaines après la diffusion. Ton grand-père était chimiste. Je ne te l'ai jamais dit. Je ne sais pas pourquoi je n'ai jamais fait le lien. Ce n'était pas des excuses, pas vraiment. C'était la première fois de ma vie qu'il m'offrait un morceau de l'histoire de la famille au lieu de me donner simplement celle d'Amanda. Ma mère a appelé séparément quelques jours après et a demandé, pour la première fois en 8 ans, ce que signifiait réellement un ratio de sélectivité. Je l'ai expliqué comme je l'avais répété une fois pour un dîner de Thanksgiving où personne n'avait posé la question. Elle a écouté cette fois, jusqu'au bout, puis elle a dit, j'aurais dû te poser cette question il y a des années, ce qui est aussi proche d'une excuse que ma mère ait jamais offerte à quiconque pour quoi que ce soit, et ce que j'ai décidé pour l'instant de considérer comme suffisant. Cela fait 10 mois maintenant. Les essais de phase 3 sont en cours d'inscription. Sur 40 sites depuis 11 semaines, et les premières données de sécurité que le bureau du docteur Patel a confirmé le mois dernier sont en avance sur les projections. Je vais toujours au laboratoire la plupart des nuits, même si je ne stérilise plus mes propres pointes de pipette à 1 heure du matin. Nous avons maintenant une équipe technique complète. Financée par une structure de redevance, je dois parfois me rappeler que c'est réel, et non un chiffre inventé par Daniel pour me garder motivé pendant un trimestre difficile. J'ai donné une conférence en tant qu'invité lors de la remise des diplômes de mon ancienne université ce printemps, principalement devant une salle pleine de jeunes de 19 ans qui ne savaient pas qui j'étais. Avant que quelqu'un ne me présente, ce que j'ai trouvé que je préférais à l'alternative. Je leur ai raconté la partie de l'histoire qui compte vraiment, celle qui ne figure jamais dans un segment télévisé de 12 minutes, que d'être sous-estimé. Pendant 2 décennies ne vous rend pas plus forte, malgré ce que chaque discours comme celui-ci a tendance à affirmer. Cela vous rend juste plus silencieuse, plus longtemps qu'il ne le faudrait. Le travail est ce qui vous rend plus forte finalement, si vous avez la chance et la persévérance de continuer à le faire dans l'obscurité aussi longtemps qu'il le faudra. Une jeune femme est venue me voir après, les mains tremblantes. Légèrement comme les miennes autrefois dans les salles de séminaire. Et m'a dit qu'elle avait été diagnostiquée avec le même trouble du traitement de la lecture que moi et que personne dans sa famille ne lui avait jamais demandé ce qu'elle voulait réellement étudier. Je n'avais pas de réponse toute faite pour elle. Je lui ai juste donné l'adresse email de mon laboratoire et je lui ai dit de m'écrire quand elle aurait une question que personne d'autre ne voudrait écouter attentivement. Je dîne toujours avec mes parents parfois. Amanda et moi parlons plus maintenant que pendant la majeure partie de la dernière décennie.
Des conversations prudentes. Imparfaites, qui n'effacent pas 20 ans en un seul appel téléphonique et ne le feront jamais. Elle a demandé il y a quelques mois si elle pouvait assister à une visite d'essai clinique, juste pour comprendre à quoi ça ressemble. Et j'ai dit oui. Avant d'avoir pleinement réfléchi à l'étrange sensation de la voir assise tranquillement au fond d'une pièce où j'avais moi-même passé si longtemps à être invisible. Marc, pour ce que ça vaut, a envoyé un seul message la semaine où l'histoire a éclaté. Félicitations pour la percée. Pas d'excuses, pas de reconnaissance du personnel. De soutien. Je n'en attendais pas, et j'ai trouvé que je n'en avais pas particulièrement besoin.